Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de stock picking. Alors, cette vidéo, c'est un petit peu comme la plupart des vidéos que je produis. Ça correspond à de vraies problématiques que j'ai rencontrées durant mon parcours d'investisseur. Donc, je pense que je suis passé à peu près par toutes les étapes de ce qu'un investisseur peut traverser lorsqu'il cherche sa voie. Et il y a des étapes qui m'ont coûté cher, voire même très très cher. Et dans la liste des étapes parmi lesquelles, enfin, à travers lesquelles je suis passé, enfin, des stratégies que j'ai mis en place, il y a bien entendu le stock picking. Donc après de multiples échecs, en utilisant justement cette fameuse stratégie, malgré le fait qu'il me semblait avoir bien fait mes devoirs d'études fondamentales, etc., sur chacune des actions sélectionnées, eh ben, j'ai voulu comprendre ce qui m'arrivait en faisant mon propre travail de recherche. Et j'ai voulu voir un petit peu ce que pouvaient nous raconter les statistiques par rapport à la probabilité de faire mieux que le marché en utilisant justement cette stratégie. Donc là, il va être question d'étudier la probabilité pour voir dans quelle mesure on peut tirer son épingle du jeu lorsqu'on décide de jouer cette partition. Autrement dit, lorsqu'on décide de sélectionner ses propres actions. Alors, ici, on plante le décor de l'étude. Donc ici, j'ai choisi de prendre des échantillons de gros indices tels que le S&P 500 et le Nasdaq. Alors, pourquoi? Parce qu'il s'agit là effectivement de gros indices qui servent de référence sur la plupart des places boursières. Et j'ai choisi de faire porter cette étude sur une durée de 23 ans, autrement dit 23 années d'historique, c'est-à-dire sur des sociétés qui étaient présentes dans l'indice en 2000. Le fait de prendre un historique aussi important m'a permis en fait de jouer un peu sur les fenêtres temporelles, de regarder un petit peu comment les résultats évoluaient en fonction du positionnement des fenêtres dans cet historique. Et alors bien évidemment, lorsqu'on prend des sociétés aussi anciennes, donc plus de 23 ans d'historique, on a un biais qui est plutôt positif, qui donne un biais plutôt positif à cette évaluation, car si au bout de 23 ans, ces actions font toujours partie de l'indice, ça veut dire que les sociétés sont plutôt solides, et ça veut également dire que la probabilité de les voir apparaître en tête de peloton, en termes de rendement, est quand même assez élevée, ce qui rend mon évaluation plutôt optimiste. Autrement dit, ça veut dire que les résultats seront potentiellement moins bons dans la vraie vie. Donc des sociétés qui ont 23 années d'historique sur le S&P 500, j'en ai trouvé 361. Alors il faut savoir que le S&P 500, tout comme le Nasdaq, c'est un corps vivant, hein. Il y a des sociétés qui rentrent, qui sortent en fonction des résultats, etc. Donc là, ça veut dire que à cette époque-là, il y en avait 140. Enfin, moi, il y a 140 soit qui n'existaient pas encore, enfin, qui sont rentrés dans l'indice plus tard ou qui sont sortis de l'indice. Sur le Nasdaq, j'en ai trouvé que 60, qui avaient 23 années d'historique. Donc j'ai basé mon étude sur ces 60-là. Et ensuite, en termes d'outils, alors juste pour ceux que ça intéresse, un petit aparté, c'est que j'utilise deux outils principalement. Python. Alors Python me permet de faire de l'extraction de données. Alors via le petit module Yahoo Finance, qui est vraiment très très bien. Donc c'est à partir de ça que j'ai extrait là sur les 420 sociétés, tout l'historique sur les 23 dernières années. Et ça me permet également de faire des calculs un peu complexes de distribution, de fréquences, etc. Parce que j'ai fait des choses qui vont bien au-delà de ce que je vais vous présenter là, et qui est juste pour mon utilisation, enfin mes besoins personnels. Et sinon, pour tout ce qui est la partie filtrage, je dirais, avec un faible niveau de complexité et tout ce qui est graphique, j'ai plutôt utilisé Excel, parce qu'en termes de graphique, Excel, c'est vraiment un très très bon outil. Donc là, entrons dans le vif du sujet en regardant les résultats qu'on a obtenus sur les actions extraites du S&P 500. Donc là, on a fait l'étude sur une période de 10 ans, c'est-à-dire qu'on a fait du stock picking il y a 10 ans par rapport à la date actuelle. Donc là, on est en 2023, c'est-à-dire qu'on a fait du stock picking en 2013. Et ensuite, on a regardé comment s'étalaient les gains en fonction des différentes actions. Donc là, on a ce qu'on appelle un histogramme. Alors, pour ceux qui auraient oublié le principe est le suivant. Un histogramme, vous définissez des intervalles. Donc là, par exemple, vous avez des intervalles, toutes les actions qui ont un rendement inférieur à 0%, autrement dit, vous êtes en perte. Ici, vous avez un rendement compris entre 0 et 100%, un rendement compris entre 100% et 200%, et etc. jusqu'à la fin. Et au-dessus de chacun de ces rectangles-là, ben, vous avez la population correspondant au rendement que vous avez dans l'intervalle. Donc là, par exemple, vous avez 17 actions qui ont fait moins de 0%. Ici, vous avez 63 actions qui ont fait entre 0 et 100%, etc. etc. Alors, ensuite, regardons ces chiffres. Donc là, c'est l'effectif, c'est-à-dire que sur le S&P 500 actuel, on en a extrait
361, je rappelle, c'est celles qui ont 23 années d'historique, donc biais plutôt favorable. Ici, le gain minimum réalisé par toutes ces actions est de moins 58%. Alors, je crois que c'est une pharmaceutique, Virtix, quelque chose comme ça. Et ici, le gain max, alors pour ceux qui ont eu la chance de tomber sur cette action-là, alors ça, c'est vraiment un beau multi-bagger. Vous avez multiplié votre mise par 173. Alors ça, je pense que c'est Nvidia. Et ensuite, ici, vous avez le gain moyen. Alors, le gain moyen, je pense que tout le monde comprend ce que c'est. C'est en fait la moyenne de tous les gains réalisés par toutes ces actions, c'est 361 actions. Et ensuite, vous avez le gain médian. Alors, le gain médian, c'est peut-être la notion qui est peut-être un petit peu la plus difficile à appréhender. Gain médian, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la droite qui sépare en deux populations égales les gains de cet histogramme. C'est-à-dire que sur cette droite-là, vous avez autant d'actions à gauche que d'actions qui sont à droite. C'est-à-dire que là, vous avez une population de 160 actions au total. Donc vous avez 180 actions qui sont distribuées à gauche de la médiane et 180 actions qui sont distribuées à droite de cette médiane. Donc là, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors je vous rappelle qu'on est encore dans un cas favorable. Eh bien que si vous prenez la moyenne, ce qui pourrait être grosso modo l'indice de ce panier d'actions, votre moyenne est située là. La probabilité d'être supérieure en faisant du stock picking à cette moyenne-là, elle est de 29%. Autrement dit, vous avez 3 chances sur 10 d'être supérieur à la moyenne du marché. Ok, donc ça c'est pour le S&P 500. Ok, on continue avec le Nasdaq. Alors, je rappelle que dans le Nasdaq, j'ai pu en sortir que 60, donc 60 mon historique de 23 ans, toujours la même chose. Stock picking sur 10 ans, c'est-à-dire qu'en 2013, on a sélectionné des actions, ensuite on a regardé comment leur gain s'est réparti 10 ans après. Donc, si on regarde ces chiffres-là, alors je rappelle que je suis dans une situation favorable, c'est des sociétés qui ont 23 ans, donc c'est pour ça qu'on a des résultats qui sont plutôt pas mauvais, et là on n'a même pas de résultats négatifs dans cette configuration-là. Là, vous retrouvez votre Nvidia, parce que Nvidia fait partie à la fois du Nasdaq et du S&P 500. Celui qui a fait un gain minimum, alors c'est une pharmaceutique, je ne pensais pas qu'on pouvait intégrer des pharmaceutiques dans le Nasdaq, mais effectivement, elle fait partie du Nasdaq, bon, pourquoi pas. Ensuite, le gain moyen a été de 928% et le gain médian de 464%. Et la probabilité, ce coup-ci, d'être supérieure à la moyenne du marché, donc la moyenne du marché est ici, la médiane est là, donc là pareil, vous avez la moitié de la population, 30 actions qui sont situées à gauche et 30 qui sont situées à droite. Et donc là on voit quand même que l'écart s'est un petit peu creusé sur le Nasdaq par rapport à ce qu'on a vu au niveau S&P 500 entre la moyenne et la médiane. Toujours est-il que là, votre probabilité de gagner, elle est que de 22% par rapport au marché. C'est-à-dire que vous avez qu'une chance sur 5 d'être meilleur que le marché. Voilà, on en a fini pour le Nasdaq. Alors, pour faire ce graphique, j'ai utilisé mon panier d'actions issu du S&P 500 et j'ai voulu voir quelle était la probabilité de dépasser la moyenne, et donc quelque part le marché, parce que je rappelle qu'il s'agit que d'une extraction d'une partie du S&P 500, c'est pas la totalité du S&P 500. Donc j'ai voulu voir quelle était la probabilité de battre le marché si on faisait du stock picking d'année en année. C'est-à-dire que là, par exemple, début 2000, vous faites un choix de sélection. Fin 2000, vous évaluez l'évolution de ce choix de sélection. Ensuite, vous continuez, vous refaites une sélection début 2021. Vous regardez le rendement que vous avez obtenu fin 2001, etc., de proche en proche. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la probabilité entre le minimum et le maximum évolue entre 20 et 30%. Et en gros, la moyenne, elle est de l'ordre de 25%. Donc 25%, ça veut dire que si vous utilisez cette stratégie, la probabilité de surpasser le marché est de 1 chance sur 4. Alors, j'ai fait la même chose avec le Nasdaq. Là, on voit que la probabilité est un petit peu plus large parce que le Nasdaq est un petit peu plus volatile, un petit peu plus dynamique. Donc la probabilité évolue entre 10% et 35% à peu près. Et la probabilité moyenne est de l'ordre de 21%, enfin 20% on va dire. Donc ça veut dire que la probabilité de dépasser le marché est simplement de 1 chance sur 5. Donc c'est encore moins bon que ce qu'on avait sur le S&P 500.
Donc une fois que j'en ai eu fini avec cette étude, ce que j'ai voulu voir, c'est ce que donnaient les publications qui traitaient des mêmes types de problématiques. En parcourant la toile, j'ai trouvé pas mal de graphiques assez intéressants. Alors j'ai pris celui-ci parce qu'il était relativement récent, donc il était de 2023. Il est extrait de SP Global, donc pour aller vérifier les datas. Et là, ce graphique, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne en fait le pourcentage de gestionnaires de fonds qui ont dépassé les performances du S&P 500, donc les performances moyennes du panier d'actions que compose le S&P 500, et ceux de 2000 jusqu'à 2022. Donc je rappelle que c'est des fonds de gestion qui ont vraiment pignon sur rue, etc., avec comme effectif des gens qui ont au minimum des Bac plus 5 jusqu'à Bac plus 10, avec énormément de matériel informatique pour faire des simulations en tout genre. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, on s'aperçoit que la performance moyenne de ces fonds de gestion, elle est de l'ordre de 35%, c'est-à-dire légèrement supérieure à ce que j'ai pu calculer pour mes évaluations autour du S&P 500. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que finalement, les gestionnaires de fonds, eh ben, ils font pas beaucoup mieux que ce que nous a raconté la statistique lorsqu'on fait du stock picking de manière un peu aléatoire. On a des performances qui sont relativement équivalentes. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme résultat. Alors, en grattant un peu plus, et toujours chez SP Global, j'ai trouvé un autre graphique qui m'a paru vraiment très intéressant. Et là, c'est une analyse de la performance des fonds de gestion, mais ce coup-ci dans la durée. Donc là, vous avez de 1 an jusqu'à 20 ans. Bon, c'est un peu fouillis, mais on va éclaircir ça tout de suite juste après. Et ici, en fait, vous avez une ventilation qui est faite suivant des sous-ensembles du S&P 500 qui ont des spécificités particulières. Par exemple, là, vous avez de la large cap, la mid cap, vous avez de la growth, vous avez de la value, donc croissance valeur, vous avez de la small cap, vous avez des real estate, donc ça c'est l'immobilier, etc. Et ce que je vous ai fait, alors ce qui est intéressant là-dedans, alors on voit que la première année il y a une grosse disparité où le résultat de ces fameux fonds de gestion peut aller de 90 à 0% par rapport au marché. Et puis on voit que globalement, quel que soit le caractère du panier d'actions qu'on prend en considération, eh bien, vous avez quelque chose qui est plus ou moins évanescent jusqu'à tomber à une espèce de performance au bout de 20 ans qui descend en dessous de 10%. C'est-à-dire que à ce stade-là, vous avez la probabilité qu'un fonds de gestion fasse mieux que le marché est simplement de 10% au bout de 20 ans. Donc là, on voit clairement la grande difficulté qu'il peut y avoir à surperformer le marché. Alors, on arrive à la dernière slide que j'ai pas voulu appeler conclusion, parce que chacun en tirera les conclusions qu'il souhaite. Alors, j'ai séparé en deux parties, le stock picking et les indices. Alors, quand je dis indices, là, tout le monde aura compris qu'il s'agit du marché. Et quand on veut acheter le marché, en général, on passe par des ETF. Donc après, il existe tout un tas d'outils qui permettent justement de répliquer les performances du marché. Donc si on commence par le stock picking, quel peut être l'avantage du stock picking? Alors on a envie de dire, c'est la seule véritable option qui existe pour tenter de superformer le marché. Effectivement, si vous voulez faire mieux que le marché, le S&P 500, le Nasdaq, etc., eh bien, la seule façon de faire, c'est de faire votre propre sélection, mais il faut juste pas se tromper. Là, effectivement, si vous choisissez Nvidia, vous allez faire une très très belle performance. Par contre, si vous choisissez Intel, ce sera un peu moins bon. Ensuite, si on regarde les inconvénients, alors il y en a quand même pas mal, et pour moi, le majeur, c'est quand même celui-ci. C'est-à-dire que statistiquement, votre probabilité est inférieure à 30% de réussir à surperformer le marché. Donc ça vous quand même un gros handicap, on peut le voir autrement, c'est-à-dire que vous avez 70, alors quand vous décidez de faire du stock picking, vous avez 70% de probabilité de vous planter. Ça nécessite une très grande maîtrise des dossiers, ça nécessite également une gestion active assez conséquente, alors tout ça c'est un peu lié, hein. Et bien entendu ça demande de la disponibilité, surtout si vous avez beaucoup d'actions à suivre. Et tout ça, il y a de fortes probabilités à ce que votre portefeuille soit relativement volatile. Vous allez vous exposer à de la volatilité et donc éventuellement à des prises de contrôle par l'émotionnel, etc. Maintenant, si vous décidez de partir sur des trackers d'indices, donc là, le gros avantage, c'est que la méthode est extrêmement simple. Il ne faut se poser aucune question. Vous achetez du S&P 500, du Nasdaq, du CAC 40, du Dow, enfin que sais-je encore. C'est un investissement qui est complètement passif.
La volatilité est très faible. En fait, vous aurez la volatilité du marché. L'inconvénient, ben, c'est que il ne faut pas s'attendre à une croissance supérieure à celle du marché. Donc, par exemple, si vous prenez le S&P 500, c'est entre 8 et 10% annuels. Vous risquez d'avoir des frais, enfin, vous aurez même, c'est certain, des frais annuels. Alors, sur le S&P 500, c'est pas très élevé, c'est de l'ordre de 0,15%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites du stock picking, vous avez également des frais achat-revente, etc. Donc, il faut voir si tout ça, très, très certainement, se compense. Et effectivement, c'est pas très stimulant, parce que bon, vous allez acheter quelque chose et vous allez vous endormir dessus, vous allez passer à autre chose. Il n'y a pas véritablement d'effort intellectuel à faire. Donc voilà, moi j'en ai terminé avec cette présentation. Alors j'ai fait, alors pour ceux qui découvriraient cette vidéo et ma chaîne de manière générale, je vous conseille vivement d'aller voir Les marchés sont taillés pour perdre. Parce que tout comme cette vidéo, c'est une vidéo qui m'a permis également de voir mes investissements en bourse sous un autre angle et d'arrêter de faire un certain nombre de choses que je faisais dans le passé, notamment du trading. Et il y en a une autre qui est un petit peu plus récente, qui traite du DCA. Et là également, je vous invite chaudement à aller la consulter parce que vous allez voir qu'elle risque de chambouler un peu votre manière de voir les choses par rapport à la fameuse méthode DCA qui est encensée un peu partout. Voilà, et puis écoutez, j'espère que ça aura été aussi intéressant pour vous que ça l'a été pour moi.